Marie Huguet, une jeune Québécoise de 26 ans, à qui il n'a fallu que 2 recueils pour se hisser au rang des poètes de la nouvelle génération. Signes et rumeurs où Marie Huguet s'étonne devant la vie et l'outre-vie, qui est le désir du monde. Elle l'a écrit pour mieux vivre, pour mieux respirer, pour oublier la maladie. C'est un livre vivant qui veut exalter la vie. Suzanne Paradis a écrit « Dire que l'outre-vie est un livre important, ce n'est pas assez dire. C'est un livre essentiel. » Elle dira aussi « C'est une poésie comme une vraie maison, où on ne voudrait jamais en sortir. » À la fin d'octobre, Marie Huguet s'éteignait des suites d'une longue maladie. Quelques semaines plus tôt, Françoise Fauché l'avait rencontrée. Marie, est-ce que vous pourriez imaginer votre vie sans l'écriture? Probablement, mais je ne suis pas sûre. C'est difficile à répondre. Parce que l'écriture, par l'écriture, j'ai l'impression d'être plus proche encore de tout ce que je vis. D'une espèce de... que ça me rend... que ça me donne une proximité plus intense au réel. Alors, dans les périodes où j'écris pas, ça arrive, où j'écris moins, il y a toujours une angoisse qui surgit en moi, où j'ai l'impression qu'il y a des multiples facettes là, de mon existence ou du monde extérieur qui m'échappent et que je peux saisir juste parce que l'écriture m'astreint à une certaine rigueur, à une certaine présence. Alors, peut-être que je pourrais... Mais en tout cas, alors à ce moment-là, je dessinerais où certainement la création serait très importante. Je ne sais pas si ça serait vraiment l'écriture. Ça a toujours été l'écriture, donc c'est difficile d'imaginer autrement. Mais en tout cas, peut-être que oui, mais sans l'écriture, je sais que... Une seule chose dont je suis certaine, c'est que sans l'écriture, les moments où je vis sans l'écriture, surgit une angoisse que j'ai de difficulté à tolérer. Ce besoin d'écrire, vous l'avez éprouvé très très jeune. Oui. Vers quel âge? Je l'ai éprouvé dès que j'ai su écrire. C'est-à-dire que quand j'étais toute petite, je me rappelle qu'il y avait un tapis chez nous avec des dessins sur le tapis. Puis moi, j'avais des petits animaux en plastique, en matière plastique. Et je déplaçais mes animaux sur le tapis. Le tapis, c'était comme des signes. Il y avait des signes, puis je déplaçais les animaux. Donc, c'est comme si j'écrivais d'une certaine façon. Je considère, en tout cas, que c'était ça. J'avais déjà hâte d'inventer, à partir de signes, un univers, un monde. Alors, dès que j'ai su écrire, il y avait des petits calepins là, où on devait noter nos devoirs. Je m'en servais pour écrire des histoires, des aventures. Et j'ai jamais cessé à partir de ce moment-là. Et qu'est-ce que le fait d'écrire vous apportait à ce moment-là? De mon enfance et de mon adolescence, je garde une impression d'étouffement. Non pas que j'étais malheureuse, mais j'avais toujours l'impression... Je ne sais pas pourquoi cet étouffement-là, dans le fond. J'avais un désir de vivre très intense. Et il me semblait que la vie ne pouvait pas me l'offrir. Mais l'écriture, par l'écriture, j'étais ailleurs, autrement. J'avais l'impression de vivre. J'ai toujours eu l'impression de vivre plus intensément grâce à l'écriture. Et plus librement aussi. Plus librement, oui. D'être plus que l'écriture me rendait consciente. C'est-à-dire que j'écrivais certaines choses, puis en les relisant, la réflexion venait et s'approfondissait d'elle-même. Mais par l'écriture. Et à présent, est-ce que vous savez pourquoi vous écrivez? Mais en fait, je le sais de moins en moins pourquoi j'écris. C'est drôle, peut-être que ça devrait être le contraire. Je sais que je ne peux pas me passer de ça, que je ne peux plus me passer de l'écriture, mais je n'arrive pas à identifier vraiment. Est-ce que c'est pour livrer un message? C'est ça, c'est pas pour livrer un message. Je n'ai pas la prétention d'avoir un message, d'avoir compris quelque chose que d'autres n'auraient pas compris. Quand j'ai écrit l'Outre-vie, où j'avais à peu près 21, 22 ans, j'avais la certitude que j'avais un univers en moi extraordinaire, différent des autres. Et puis que j'avais comme une espèce de mission qu'il fallait que j'écrive. Et puis cette flamme, qui est une flamme d'adolescence, a disparu. Maintenant, j'écris vraiment plus par plaisir et sans trop savoir, dans le fond. Mais je sais que je ne peux pas m'en passer. Est-ce qu'on pourrait dire que vous écrivez comme un artisan qui aurait simplement du plaisir à bien former un objet? Oui, moi, j'avais lu dans Pablo Neruda racontait sa vie, dont j'avoue que j'ai vécu. Il se considérait comme un ouvrier, comme un artisan.
un artisan des mots, un ouvrier des mots. Et cette simplicité-là m'a frappée. Je me suis dit, je crois qu'il a raison. Je crois que lui, il a compris quelque chose de l'écriture. Alors l'écrivain qui se pense supérieur, j'y crois pas. J'ai des tas de choses qui m'échappent. Il y a des tas de réalités qui m'échappent. J'ai pas, moi, quelque chose de spécial par rapport aux autres. Sinon, le plaisir que j'ai à écrire, comme d'autres aiment dessiner, comme d'autres aiment voyager, ou je sais pas. C'est ça, mon plaisir à moi. Et avec cette grande simplicité-là, pourtant, c'est une démarche extrêmement rigoureuse que vous suivez. Hein? Ah oui. Vous n'écrivez Oui, pas c'est-à-dire que- n'importe quoi, c'est simple, mais c'est très construit en même temps. Oui, parce qu'on a toujours un bon artisan. Je dirais, un bon artisan, il veut être fier de ce qu'il a fait. Il y a un souci de rigueur et puis de travail. C'est pas la productivité qui compte, la production pour la production. C'est pas la- d'avoir de faire quelque chose qui soit fait bien en soi, là, Qu'il soit beau, qui soit beau. Oui, moi j'y crois beaucoup. mais beau Dire dans... la beauté, pour moi, c'est pas ce qui est facile. La beauté, pour beaucoup de personnes, c'est ce qui est facile, c'est le stéréotype. Ah, ceci est beau. Ceci est beau parce qu'on a admis que c'était beau. Moi, j'estime que ce qui est beau, au contraire, c'est très difficile. C'est le faire percevoir. Je lisais Jean Renoir qui parlait de son père. Il disait, avant les Renoirs, les personnages de Renoir, ça n'existait pas, il n'y en avait pas de Renoir. Renoir nous a fait voir la beauté d'un certain type de femme, la beauté d'une certaine chair, d'une certaine couleur. Désormais, on peut voir dans la rue quelqu'un dire « c'est un Renoir ». C'est Renoir qui nous a donné cette beauté-là. Il est allé la chercher. Elle n'existait pas, il est allé la chercher, il est allé la créer. Et à présent, C'était la beauté a donné difficile. une signification. Et elle est devenue quelqu'un qui peindrait du Renoir, peindrait un stéréotype. Mais ce serait plus beau. Ce qui était beau, c'était celui qui est allé la chercher. Donc, c'est le contraire de ce qui est facile, à mon avis. Et de la beauté, ben, c'est ça, ça compte beaucoup pour moi. Dans l'autre vie, Marie, le désir était omniprésent. Est-ce que c'est encore lui que vous poursuivez à travers vos poèmes d'aujourd'hui? Oui, le désir est toujours présent. Mais le désir, au début, c'était plus un élan vers l'extérieur. À cause de ce que je vivais, j'avais une impression encore d'étouffement. Et le désir était un élan pour sortir, dépasser, atteindre un autre univers. Maintenant, je tente d'aller chercher dans le désir tous les mouvements même du désir et là où il transforme le monde. Pas il transforme le monde, mais là où il transforme notre vision du monde. Comment ça? Parce que le désir peut bouleverser nos préjugés, nos principes, nos habitudes de voir et d'entendre. Un désir très fort, un désir très puissant, et nous faire voir soudainement autrement. Vous auriez un exemple concret de ce que vous dites là? Peut-être de quelqu'un, je sais pas, quelqu'un qui aurait été amoureux, par exemple, d'un juif, quelqu'un qui aurait été amoureux d'un... Et un jour, je connais quelqu'un comme ça, et un jour, il se promenait dans le parc La Fontaine, il a vu un autobus dirigé par un rabbin, avec plein d'enfants juifs qui riaient dans les fenêtres. Il faisait un soleil radieux, c'était le printemps. Et soudain, cette personne n'aurait pu rien voir. Il aurait pu continuer, ne voir qu'un autobus avec des enfants juifs qui passent comme ça. Mais tout d'un coup, une image culturelle s'est superposée à cette image-là. Il s'est souvenu, cette personne s'est souvenu des convois d'enfants juifs qu'on menait vers la mort. Et cette image est superposée au convoi d'enfants qui s'en allaient rire et jouer dans le parc La Fontaine. Je me suis dit, la vie est plus forte que la mort. Et c'est simplement ce désir-là qui a fait voir quelque chose qui en soi aurait pu être banal et que personne n'aurait pu voir. Là. Mais tout d'un coup, il y a une réalité est apparue, juste par le désir de l'apercevoir, de percevoir autrement. Marie, il n'y a pas de cri dans votre œuvre, il n'y a pas de révolte, parfois une petite lassitude, une tristesse, mais vous n'écrivez jamais pour vous plaindre. Non, j'aime pas tellement ça. Je trouve pas que ce sont des œuvres où on entend l'auteur geindre. Je trouve pas ça intéressant.
pour en revenir à Renoir, Renoir était perclus de rhumatisme. Il peignait des femmes brillantes de sérénité et de couleur. Moi, j'aime mieux des œuvres. En fait, c'est ça qui m'a touchée quand j'étais adolescente. Des œuvres pleines de sensibilité, pleines de vie, où la souffrance n'est pas absente. La souffrance, elle est là, mais c'est pas elle, c'est pas morbide, c'est pas sur ça qu'est axée l'écriture. Elle est là, en dessous, comme comme derrière. Ouais. Mais ce qui est intéressant, c'est la vie. Alors lui, il parlait pas de ce rhumatisme dans ses toiles, au contraire, par contraste. Il faisait encore, des peintures encore plus sereines, plus lumineuses, par contraste avec sa souffrance. Moi, c'est plutôt comme ça que j'entrevois les choses. Dire la fête du quotidien. Oui. Mais je n'exclus pas la souffrance. Je ne l'exclus pas. Dans un poème, j'ai écrit pourtant, malgré les rides multipliées du monde, je piège encore le son des vagues, la paix des oranges. Donc, c'est ça qui m'intéresse, ce son des vagues, la paix des oranges. Mais je n'exclus pas la souffrance pour autant. C'est pas une œuvre qui voudrait se fermer les yeux et les oreilles. C'est ça. Et ce visage est tellement venu longtemps, et tellement souvent, comme un très lointain et très précaire sentiment, comme une très lente fatigue, du jaune s'en allant derrière le soir d'un coffee shop, à l'atmosphère très vieille Europe, où l'on servirait des pâtisseries hongroises, des croissants parfumés aux amandes, au milieu perdu de New York. Et ce visage est tellement venu longtemps et souvent, et à peine pourtant regardé, mais toujours désiré pareillement, comme tous ces gens assis sur les banquettes de cuir, qui attendent un éblouissement définitif, quelque espace s'ouvrant vers quelque paysage parfaitement accessible et parfaitement beau.